Question. Existe-t-il un jeu ou un sport dans lequel il n'y a ni gagnant ni perdant? Oui, presque. Le jeu de hockey. Ça consiste à jouer avec une petite balle, à la repousser du pied pour éviter qu'elle tombe par terre. Ça peut se jouer seul ou en équipe, puis il y en a différentes versions. J'ai dit presque parce qu'en fait, il y a quand même des compétitions de hockey. Mais ça semble très amical et tout le monde félicite la performance de chacun. Mais de façon générale, dans les sports, que ce soit au hockey, au baseball, au soccer, au football, de façon générale, la compétition est tout le temps là. Si on dit, par exemple, dans le domaine du tennis, quand le joueur fait un bon coup, c'est immanquable. On fait « Ouais, signe, ouais, je l'ai eu ». Même au golf, qui est un sport quand même assez tranquille, le gagnant va lever les mains en signe de victoire. Ouais, et c'est lui qui va remporter la bourse. Aux Olympiques, c'est la même chose aussi. Il y a les 3 premiers qui ont la gloire, puis les autres en arrière sont rapidement oubliés. Mais s'il avait fallu que les 3 premiers, oh non, finalement, ils n'étaient pas là, ils sont restés couchés. Ah ben là, ça aurait été les 3 autres qui auraient été les gagnants du jour. Tu sais. Donc, on vit dans un monde vraiment où la compétition est forte. Au niveau des jeux, c'est la même chose. Le jeu d'échecs, par exemple, c'est mon armée contre ton armée, puis le but, c'est de tuer l'autre, dans le fond. On s'amuse en jouant aux cartes, mais on compte les points pour essayer de départager les gagnants des perdants. Il peut y avoir certaines exceptions, par exemple au jeu de patience, mais là, ça joue tout seul, ou encore quand on essaye de faire un casse-tête. Là, en général, même si on est plusieurs, chacun ne va pas compter le nombre de morceaux qu'il a réussi à placer. Là, il n'y a pas de compétition dans ce cas-là, mais c'est rare. Dans les sports, il pourrait y avoir le deltaplane, le parachutisme, mais de façon générale, il y a de la compétition. Spontanément, on a tendance à dire « Ouais, mais c'est normal, dans un jeu ou dans un sport, ça prend de la compétition. » Non, c'est pas normal ou naturel, c'est vraiment quelque chose de culturel. Pour que la compétition soit aussi importante dans notre vie, il faut que ça commence très jeune dans notre éducation. Puis oui, en effet, ça commence dès la première année à l'école, où là, il y a des examens, des évaluations, des bulletins, tout un système pour essayer de vérifier si les enfants ont bien compris les connaissances, mais également, ça sert à mettre du stress sur les enfants, puis à faire une certaine compétition pour départager les meilleurs des moins bons. À tous les 3 ans, il y a un test international qui est passé dans à peu près 150 pays, où est-ce que là, les élèves de 15 ans sont évalués en lecture, en sciences, en mathématiques, puis un des pays qui est parmi les meilleurs, c'est la Finlande. Et en Finlande, pendant tout le primaire, les enfants ne vivent jamais d'évaluation. Aller jusqu'à l'âge de 13 ans, ils n'ont jamais fait d'examen. En plus, il n'y a presque pas de devoirs. Puis il n'y a pas beaucoup d'heures de cours dans une journée. En plus, chaque heure de cours, bien, il y a 45 heures de cours, puis ensuite, c'est tout de suite 15 minutes de récréation. C'est systématique comme ça. 45 minutes de cours, 15 minutes d'évaluation. C'est vrai que pour que, en ayant si peu d'évaluation, mais en réussissant, en étant parmi les meilleurs au niveau mondial, il faut que le système, il y a quand même des trucs pour le système finlandais. En tout cas, il y a des conditions favorables. Par exemple, bien, les écoles sont riches, les parents valorisent beaucoup l'éducation de leurs enfants, les dîners sont gratuits, les classes sont peu nombreuses, puis dans chaque classe, il y a tout le temps 2 adultes. Il y a le professeur et un assistant pour aider les élèves qui sont plus en difficulté. Donc, il y a vraiment quand même des conditions avantageuses, puis toutes les écoles sont sur un pied d'égalité, puis sont toutes très bien financées. Bon, il y a des conditions avantageuses, mais n'empêche que le phénomène est là. Il y a pas d'évaluation jusqu'à l'âge de 13 ans, puis peu après. Puis, les enfants réussissent quand même extrêmement bien, parmi les 10 meilleurs au monde, en tout cas. À peu près aussi bien qu'au Canada. Nous autres, au Québec, il y a à peu près comme au niveau primaire et secondaire, il y a comme 3 catégories d'écoles. Il y a le secteur public régulier, dans lequel sont la majorité des élèves, mais il y a également le secteur public enrichi. Pour entrer là-dedans, il faut passer un test. C'est vraiment les meilleurs élèves qui sont concentrés là-dedans. Puis, il y a également les écoles privées. Ça peut être des écoles alternatives ou sur la base de la religion, comme des écoles juives. Puis là, il y a quand même une compétition parce qu'il y a une hiérarchie entre ces écoles-là. Il y en a qui ont une bien meilleure réputation que d'autres. Puis,
dans toutes ces écoles-là, au Québec, il y a tout le temps de la compétition. Donc, tout le temps de la compétition. On vérifie si les élèves ont bien appris. On leur impose des examens, des tests, des bulletins, tout ça. On les évalue constamment. Rendu au cégep, il y a le système de la cote R, où là, ça permet vraiment de départager les meilleurs de ceux qui sont moins bons. Si quelqu'un n'a pas la cote R suffisante, si son domaine d'études est contingenté, bien, il ne pourra pas y aller. Que ce soit en médecine, en pharmacie, en droit, en nutrition, en psychologie. Il y a quand même plusieurs domaines qui sont contingentés. Pas tous, il y en a que les élèves moins bons peuvent aller, mais il y a juste ceux qui ont la cote R très élevée qui peuvent aller dans certains domaines contingentés. Puis, à la fin du parcours scolaire, il y a le gala des bourses, où là, ça ressemble beaucoup aux Olympiques. Les 3 meilleurs montent sur scène et ils reçoivent une bourse, et les autres, vous pouvez rester à la maison parce que vous autres, vous n'êtes pas assez bons. C'est vraiment le message qui est diffusé. On privilégie les meilleurs, puis les autres, aussitôt qui sont moins bons, on ne les récompense pas. On pourrait dire, oui, mais pourquoi le système scolaire est si compétitif? Ben c'est vrai. C'est parce que on vit dans une société compétitive. On peut diviser les catégories d'emploi en 6 dans notre société. En bas, il y a les exclus. Par exemple, les gens qui vivent avec l'aide financière de dernier recours, avec maximum 20 000 par année ou moins pour une personne. Au-dessus, il y a la catégorie des précaires. C'est des personnes, par exemple, qui peuvent gagner entre 20 000 et 40 000 souvent. Puis ils peuvent se retrouver dans les comptoirs de restauration rapide, les restaurants, les magasins, dans les services en général. Au-dessus des précaires, il y a les protégés, des personnes qui ont une sécurité d'emploi, un salaire souvent entre 40 000 et 100 000 par année. C'est par exemple les professeurs, les travailleurs sociaux, ça peut être des avocats aussi, ça peut être des ingénieurs, techniciens. Souvent, c'est des employés donc, qui ont sécurité d'emploi. Ça peut être des employés d'Hydro-Québec ou de Bell Canada. Au-dessus, il y a les compétitifs. Ça, c'est très valorisé. Puis là, le salaire dépasse les 100 000 C'est médecin, pharmacien, dentiste, optométriste. Ça peut être chimiste aussi. Différents ingénieurs aussi qui peuvent être dans le domaine des compétitifs. Et au-dessus des compétitifs, wow, il y a les millionnaires. Là, ils peuvent être sur le marché du travail, mais pas nécessairement parce que leur fortune leur permet de rester à la maison s'ils préfèrent. C'est des personnes soit qui ont gagné à la loterie, soit ils ont hérité, ou ils ont été directeurs de compagnie, puis ils ont fait assez d'argent. Et au-dessus des millionnaires, c'est les milliardaires. Au Québec, on n'en a pas beaucoup, à peu près une douzaine. Si on dit M. Jean Coutu, Alain Bouchard d'Alimentation Couche-Tard, Pierre-Carl Belado, Guy Laliberté, bon, il y en a juste une douzaine de ça. Et ce qu'on constate, c'est que dans la pyramide sociale, il y a comme une certaine compétition pour être toujours plus haut. Tout le monde voudrait être millionnaire, tout le monde voudrait être plus haut, mais plus on monte dans la pyramide, moins il y a de place. Donc, c'est pas mal plus facile d'être un employé précaire que de devenir millionnaire. Okay? Mais donc, c'est une structure compétitive où tout le monde essaie de se positionner le plus haut possible. C'est pour ça que les gens, dans le fond, ils achètent des billets de loterie parce qu'ils espèrent d'un coup pouvoir devenir millionnaire. C'est ça qui est valorisé. C'est du prestige, du pouvoir, de l'argent. Wow! Il y a un lien de probabilité entre le système scolaire et les catégories d'emploi. Par exemple, les gens qui sont protégés ou compétitifs vont essayer que leurs enfants peuvent se retrouver dans la même catégorie plus tard. C'est pour ça qu'ils vont les envoyer, par exemple, en concentration musique, ou en tout cas, ils vont essayer de mettre les conditions favorables pour que les enfants persévèrent, qu'ils réussissent bien à l'école pour que plus tard, ils peuvent se retrouver dans une catégorie assez haute dans la pyramide sociale. À chaque année, il y a un sondage international pour essayer de connaître les populations les plus heureuses de la planète. Il y a comme une sorte de classement. Et le pays qui, en 2020, s'est classé le premier, c'est la Finlande. Puis c'est pas la première fois, c'est comme régulier, en quelque sorte, que la population la plus heureuse de la planète, c'est considéré être les Finlandais. On pourrait faire l'hypothèse que, comme les gens sont heureux, ils veulent que leurs enfants vivent le moins de compétition possible, qu'à l'école, ce soit inclusif, collaboratif. On investit dans les écoles. On veut que les enfants soient heureux le plus possible. Puis ce qu'on constate, c'est que les enfants finlandais réussissent très bien. Ils sont tout le temps dans le top 10, en tout cas, des meilleurs élèves dans le monde.
Mais ceux qui réussissent le mieux au niveau scolaire, ceux qui dans les tests des enfants de 15 ans, réussissent le mieux, le top, là, c'est dans les pays asiatiques, où là, c'est vraiment l'inverse du modèle finlandais parce que c'est la grosse compétition, surcharge scolaire. Alors, c'est en Chine, à Singapour, également la Corée du Sud, le Japon qui réussissent vraiment bien. Ça, on pourrait dire que les pays asiatiques, eux autres, c'est la grosse compétition. C'est vraiment le contraire. Donc, par exemple, des adolescents, c'est possible qu'ils aillent à l'école de jour. Ensuite, ils vont à l'école de soir. Ensuite, ils font les devoirs de l'école de jour. Ensuite, ils font les devoirs de l'école de soir. Rendus à minuit, quand ils ont fini, ils peuvent se coucher et le lendemain, ça recommence. C'est vraiment surchargé. Donc, puis c'est eux, c'est pas les pays les plus heureux, mais c'est ceux-là, c'est ces élèves-là qui réussissent le mieux au niveau mondial. Et qu'on pourrait dire qu'il y a deux modèles extrêmes dans le système scolaire. Il y a le système finlandais qui essaye d'organiser les enfants qui aient le moins de stress possible, le moins de compétition, essayer qu'ils s'aillent bien à l'école, qu'ils aiment à l'école le plus possible parce que c'est un milieu de vie. Puis, il y a le modèle asiatique qui est surchargé, c'est grosse compétition, donc que là, c'est vraiment exigeant pour les élèves. Nous autres, le système scolaire québécois se situe quelque part entre ces deux extrêmes-là. Moi, personnellement, j'aurais souhaité que le Québec soit davantage finlandais.